Bien, on va prendre le temps de la technique et pendant ce temps-là, on va se présenter rapidement pour le public. Je finirai par moi. Donc, Luc Schuiten, architecte visionnaire. On se présentera plus longuement tout à l'heure. Louvain, qui est écrivaine. On dit écrivaine? Oui. Parce que maintenant, on ne sait plus trop l'écriture inclusive, tout ça. On dit comme on veut. On dit comme on veut. Si Voilà. possible au féminin, mais comme on veut. Ok. Mais par contre, je sais que vous tenez à la minuscule de votre nom. Il y a une raison technique? Et c'est graphique en fait. D'accord. J'aime pas le L Majuscule. Ok. Il fait tourner à droite, c'est pas possible. Ok. Bon, ça a l'air de fonctionner. Benoît Peters, donc scénariste, écrivain, cuisinier. On finira comme un dessert tout à l'heure. Et Thierry Pacaud, alors, tu vas te présenter tout seul. Sociologue, universitaire. J'aime pas trop les étiquettes. Thierry Pacaud qui essaye de vivre au plus près de ses idées. T'as pas le micro. Ah pardon, j'ai pas le micro. Voilà, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, j'essaie de vivre au plus près de mes idées, de mes convictions. C'est déjà pas mal. Très bien. Pour un dimanche matin, je veux dire. Ok, alors j'avais préparé un texte, mais je vais essayer de ne pas lire parce que c'est terrible. Alors, la présence de Louvain m'a été demandée au tout dernier moment, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de lire ton livre. Je m'en excuse, mais tu vas nous présenter ce que tu as fait, au moins pour Slime, qui est un terme dont je ne sais pas si les gens savent exactement ce que c'est. Je vais vous montrer une image. Il s'agit d'un instrument graphique pour dessiner des lignes de Bézier, des courbes de Bézier, de manière harmonieuse, en passant par des points prédéterminés. Voilà, c'est un outil que Luc doit bien connaître. Oui. Voilà. Et alors, ce qu'il ne faut pas pousser à l'extrême, c'est que quand ça, c'est un outil qui est souple, donc pour lui donner la ligne que l'on veut, quand on passe à l'outil identique mais rigide, ça devient un pistolet. Alors là, c'est beaucoup plus dangereux, il faut faire attention à soi-même. C'est vrai que ça ressemble à l'arme des Klingons, hein, dont j'oublie le nom, je suis une mauvaise trekkie. Hein. Même le nom, je ne le comprends pas, moi. Ok. Alors, on est là pour parler de ville, d'urbanisme et d'utopie. Qui souhaite prendre la parole pour commenter un peu l'utopie de Thomas More, qui est, voilà, Thierry Pacaud. Alors c'est un vieux copain, Thomas More. Il est très mystérieux parce qu'on ne sait pas trop la date de sa naissance. Il y a des débats. Maintenant, dans les encyclopédies, on met 1778, mais il meurt décapité en 1535. Mais en fait, il est vraisemblablement né en 1477, ce qui tombe très bien parce que c'est l'année où est publié pour la première fois un livre imprimé en Angleterre. L'Angleterre était en retard de la machine à imprimer à cause de la guerre des deux roses. Et puis c'est une île. Et puis c'était une île. Et dans toutes les encyclopédies britanniques que j'ai pu consulter, datent du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, quand on présente Thomas More, on le présente toujours comme un littérateur, comme l'inventeur de la langue qu'est l'anglais. Et Shakespeare va lui rendre hommage comme ça. C'est quelqu'un qui invente des mots, qui est très attentif au parler de la rue. Et ça m'a surpris parce que pour nous, enfin pour moi, bêtement, c'était l'auteur de l'utopie. Mais dans toutes les notices, on ne mentionne jamais l'utopie. C'est pas du tout ça qui intéresse les Anglais. Et du reste, l'utopie a été traduite en anglais assez tardivement. Le texte est paru d'abord en latin à Louvain, puis ensuite réédité à Bâle. C'est l'édition de Bâle qui fait la référence. Et elle est préfacée du reste par Guillaume Budet, celui qui va créer le Collège de France. Alors, Thomas More est un avocat qui a hésité à un moment donné à devenir prêtre. Il a comme pote Erasme, qui est un personnage absolument extraordinaire, et tous les deux correspondent en anglais, et c'est Erasme qui lui donne l'idée d'écrire un récit qui se déroulerait quelque part, mais on ne sait pas très bien où. On prétend que, enfin, on prétend que ça serait une réponse, l'utopie serait une réponse à l'éloge à la folie d'Erasme, exactement, sauf que ça a mis à peu près 10 ans à être réalisé, parce que Thomas More est l'avocat de la plus grande corporation capitalistique de l'époque, qui est celle des Merciers à Londres. Il est en poste à Anvers, donc il a autre chose à faire, mais en même temps, c'est là où il a eu l'idée il lit, qui vient d'être publié à
à Saint-Dié. Il vient d'être publié les 4 livres d'Amerigo Vespucci, donc il les lit. Et puis il a l'idée justement d'inventer un personnage, Raphaël et Claudet, qui en grec ce mot signifie diseur de sornettes, qui va lui raconter les voyages vers l'Amérique. Et c'est là où son personnage, son héros se perd, et il accoste sur une île qui s'appelle Utopia. Et il va décrire à ce moment-là, vous l'avez derrière moi là, cette île sur laquelle il y a 54 villes identiques. La majorité de la population qui travaille la terre, qui est une population d'agriculteurs, réside en ville. Et ces 54 villes, c'est l'Angleterre, parce qu'à l'époque, l'Angleterre a 53 comtés plus Londres, ce qui fait 54. Non, mais là, je vais être trop long. Okay. Oui. Donc, je vais redonner la parole à Louvain, puisqu'elle ne nous a pas dit, je ne lui ai pas encore demandé, pourquoi elle a été rajoutée à cette table ronde sur l'utopie. Comme je n'ai pas lu ton livre, voilà, j'ai besoin de savoir, et le public avec moi, la raison pour laquelle il y a eu une correspondance dans la tête des organisateurs entre Louvain et notre métier d'architecte ou de sociologue. La transition avec Thomas More est pas... Oui, pas facile, oui. Je n'ai pas encore été décapité, donc c'est pas ça. En fait, spleen, c'est... alors, si on le prononce spleen de manière totalement hétérodoxe, je crois que du coup les techniciennes et les techniciens ici, dont pas mal de gens doivent faire partie, désolé, on a décidé que spleen c'était joli. Mais effectivement, c'est un outil également en statistique, d'interpolation. Donc c'est utilisé de manière différente sur l'espace et que de manière abstraite mathématique. Donc c'est ces deux aspects que j'ai essayé de traiter dans mon livre. Et mon but c'était de faire des interpolations littéraires à partir de points qui étaient des points topographiques très précis, très souvent des monuments. Il y en a un certain nombre à Bruxelles d'ailleurs, parce que j'ai vécu à Bruxelles. Des monuments qui ne sont pas forcément, par exemple le petit palais des sports de Forêt, on passe devant tous les matins et on le remarque à peine. Donc mon but c'était d'établir, de creuser de manière littéraire ce que certains bâtiments provoquent affectivement en nous, passantes et passants. Et ces interpolations sont parfois des récits historiques, donc c'est vraiment creuser dans la matière-temps pour savoir ce qui a amené ce bâtiment et qu'est-ce qui se dégage de ce bâtiment, pour quelle raison, et parfois de la science-fiction. Donc j'imagine le palais des congrès de la Porte-Maillot comme une sorte de navire sombrant de plus en plus profondément dans la mer. Donc il y a une vision poétique quand même, voilà, qui interpelle, qui est provoquée par la vision de ces bâtiments. C'est ça, et donc il y a un aller-retour entre la vision de la ruine que ces bâtiments vont devenir et puis l'impression d'espoir, de transformation, c'est parce que lorsqu'on arrive dans un lieu, très, très souvent, je pense que en tant qu'humain ou passante et passant, si on arrive quelque part, on a d'office une envie de transformation. Je ne pense pas être la seule à faire des plans dans ma tête. Et la première chose qu'on fait, même dans une chambre d'hôtel, c'est déplacer des choses pour en faire son propre chez-soi. Donc on a une attitude, je pense à l'architecture ou au bâti, qui est de l'ordre de ce que... ce que j'appelle l'interpolation, parce que c'est pas spécifiquement s'attaquer au bâtiment parce qu'on n'est pas architecte nous-mêmes, mais on fait sur Feng Shui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Feng Shui d'hôtel. Donc, voilà. Donc c'est un livre dans lequel vous pouvez naviguer par thème, par protocole d'écriture et également par coordonnées géographiques. Ok. On va se tourner vers Luc Schutten, qui est... Il m'a dit ce matin que c'était une prononciation invraisemblable en néerlandais, donc je ne vais pas m'y risquer. Mais comment c'est très facile, Schuiten, comme son épouse a une autre vision des choses et une autre prononciation. Voilà. Alors, étant architecte, lui, il a une vision bio-dynamique et bio-énergétique et d'autres technologies que vous allez nous expliquer, et surtout une vision dans le futur lointain de ce que pourraient devenir nos villes, et ça c'est propre à nous faire rêver, donc il va nous développer un peu cela, si je trouve les images en question.
je vais peut-être commencer par lever une ambiguïté. Il se fait que Skeuten ou Schuiten et Peters sont bien connus comme un duo, comme Laurel et Hardy, enfin quelque chose que tout le monde peut assembler facilement. Eh bien, c'est pas le cas cette fois-ci. C'est pas le bon Skeuten, c'est le bon Peters, mais c'est pas le bon Skeuten. Donc, normalement, c'est avec François que Benoît travaille. Rien, oui. Et François Skeuten, c'est mon frère. J'ai travaillé avec lui, j'ai fait de la bande dessinée avec lui, mais il y a ça bien longtemps. Et Benoît a pris le relais et maintenant nos univers sont très très différents. François, c'est les cités obscures, moi c'est les cités végétales. On y reviendra. On n'est pas dans le même éclairage. On a des parties qui sont communes, c'est quand même les cités, mais on ne les éclaire pas de la même façon. Les cités obscures naviguent dans une narration, dans des fantasmes qui ne sont pas abordés du tout dans les cités végétales ou dans les cités lumières. Donc, ce que je cherche, c'est à montrer les hypothèses qu'il peut y avoir si on développe une politique, une vision d'un futur qui est 100% écologique, où on travaillerait qu'avec le renouvelable, avec le vivant. Le vivant, ce serait la matière première d'un monde complètement différent de celui dans lequel nous sommes actuellement. Et faire cette hypothèse-là était pour moi essentiel dans la mesure où il y a excessivement peu de gens qui s'occupent de cela. Les visions de l'avenir que on nous montre sont souvent des plus apocalyptiques et on ne nous montre pas le mieux de ce qui pourrait nous arriver. Le mieux dans une optique particulière, le mieux pour moi, qui n'est pas nécessairement le mieux pour tout le monde. Donc mon travail s'oriente vers quelque chose qui utilise le végétal comme... Vous parlez de biomimétisme. Biomimétisme, ou moi j'ai appelé ça l'archiborescence. Il n'y avait pas un mot vraiment pour définir une architecture qui se baserait sur l'emploi privilégié de tous les matériaux qui sont issus du vivant. Donc j'ai fait un néologisme en utilisant le mot archiborescence. Qui est le titre d'un de vos derniers ouvrages, en 2006. Ouais, très bien. Alors, j'ai une anecdote personnelle à dire au sujet de votre métier. J'ai mon fils qui fait de l'art contemporain et qui s'occupe avec le Comité national d'études spatiales de la poussée des plantes en milieu hostile. Et il me dit, les plantes ne poussent bien que si elles sont agressées en permanence. Effectivement. Voilà. Mais ça ne semble pas être le cas dans votre monde tel que vous le décrivez. C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi d'un monde de bisounours quelque part. Excusez-moi de pousser le bouchon, mais c'est un peu ça. Donc je me dis, ce monde-là va s'effondrer de lui-même si les plantes n'arrivent pas à s'exprimer à cause d'une incessante agression ou en tout cas d'un stress minimum. Et lui, il travaille là-dessus avec le CNRS, avec le Comité national d'études spatiales. Je ne sais même pas l'acronyme, vous voyez, comme quoi c'est très compliqué pour moi. Le CNES, ouais. Merci Benoît. Voilà. Donc c'était juste l'aparté que je voulais faire par comparaison avec votre monde idéalisé, en tout cas tel qu'on le souhaite, et non pas tel qu'on le craint. Ça n'est pas une dystopie que vous décrivez. C'est toujours une dystopie. On est bien d'accord. Oui, je suis dans l'optique du solarpunk. Hein. Okay. Quels sont les... Alors quoi les acronymes et les néologismes, non. Vers quoi peut-on aller? Qu'est-ce qui pourrait être une solution pour notre société? On sait que... Dans le bien-être. Oui, mais on sait que les ressources de la planète sont limitées telles qu'on l'emploie. Non. On sera en grande pénurie d'ici peu de temps. Ça commence d'ailleurs vraiment à se faire sentir. Qu'est-ce qui est renouvelable à foison? C'est le vivant. Et lui, il est une ressource absolument considérable et il a la particularité de s'enrichir par lui-même. Quand on pense à ce qu'était la planète il y a 3 milliards d'années, il n'y avait quasiment rien. Tout s'est développé par associations successives. Et on est arrivé à une complexité et une richesse dans la biodiversité de la planète qui est considérable. Et tant que nous ne commençons pas à faire des bêtises dans l'environnement, cela continue à se développer. Donc là, il y a des ressources qui sont fabuleuses. Et dans
dont on ne pense pas suffisamment à tout l'emploi que l'on pourrait faire pour arriver à penser à un monde complètement différent. Je prends rapidement juste un petit exemple. Le béton est une catastrophe pour l'environnement parce que pour cuire la roche à 1500 degrés, on produit énormément de CO2. Alors ça c'est pour faire le ciment, je précise juste. Le ciment, Voilà. mais pour prendre pour le sable qui accompagne, Qui on est va une le prendre ressource rare. sur les rivages, et on a maintenant un gros problème de ce côté-là aussi. Par contre, un simple coquillage, la coque est faite avec ce que ce mollusque prend dans son environnement, et c'est un biobéton absolument magnifique qui a absorbé du CO2 toute sa vie. plutôt que d'en prendre pour faire sa coque. C'est totalement étanche, c'est lisse, il y a des propriétés mécaniques qui sont supérieures au béton. Alors pourquoi est-ce qu'on ne sait pas le faire, ce que fait ce petit mollusque? Mais si on commence à le faire, on commence à arriver à réfléchir à ça. On ne sait pas encore le faire de manière industrielle. Donc c'est un de nos espoirs, mais on peut dire la même chose pour un biovert, pour des tas de choses, pour construire en terre, qui est un matériau extraordinaire pour créer des murs comme on a fait pendant de très très longtemps. Et on commence à retrouver ces systèmes, et là c'est un espoir considérable pour notre avenir, parce que ça c'est totalement durable. Que le CO2 qui a été capturé dans les coquillages dont vous parlez va être stabilisé à vie et ne va plus se régénérer et créer des pollutions telles qu'on les connaît. Absolument. Voilà. Je veux revenir sur un sujet personnel. Pourquoi Luc est là aujourd'hui? C'est un peu, j'allais dire à cause de moi. Grâce à moi, par l'intervention que j'ai eue auprès de Natacha, quand elle est venue à Dijon, Christophe, son mari, est dijonnais, c'est la petite histoire, tout ça, mais ça va vous faire rire. Je lui ai dit, va absolument à Arquestan voir l'exposition de Luc Schuiten. C'est absolument merveilleux ce qu'elle a fait, comme quoi elle écoute parfois les conseils. Et c'est la raison pour laquelle Luc a été invité avec Benoît en croyant que c'était François. C'est piqué, hein. Ajoute. Juste parce que je quitte Thomas More également, puisque je travaille beaucoup sur les matériaux nouveaux avec tout un groupe d'architectes. En ce moment, on essaie de développer le BTP, bois, terre, paille et pierre. Et c'est un combat terrible parce que le lobby du béton est hyper puissant. En ce moment, il possède la téléphonie, mais aussi tous les médias. Donc c'est un combat totalement inégal. Mais ce que je voulais dire sur Arc-et-Senans, Nicolas Ledoux, qui n'est pas du tout un utopiste, contrairement à ce qu'on raconte, c'est l'architecte du roi, donc c'est pas... Mais bah bon, il devait faire l'Arc-et-Senans, qui devait être un cercle entier, il en a fait que la moitié, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais un de mes amis, qui s'appelle Gilles Clément, qui est un jardinier, vient de compléter dans une exposition... Oui, je sais bien, oui, bien sûr. Et donc j'y suis allé là, récemment avec lui, et c'est vrai que il espère que par cette démonstration, puisque là, on voit que tout est fait à partir des végétaux, du vivant, mais bon, voilà, c'est une espérance. Donc j'inverse les choses, c'est plus l'utopie, une construction un peu plus ou moins anticipée, c'est plutôt une espérance. C'est un mot que j'aime beaucoup. Oui. Alors, j'ai une autre question personnelle, mais qui s'adresse à tout le monde. J'ai été dans ma vie collaborateur d'architecte, et on avait gagné un concours qui n'était pas un concours truqué, pour réaliser le Carmel de Dijon. Alors, je vous montre rapidement une photo. Quand on gagne le concours, il n'est jamais truqué. C'est ça, voilà. Donc, on a fait le Carmel de Dijon, que vous avez ici. J'ai retrouvé une vieille photo, et je voulais demander à chacun d'entre vous si, pour moi, c'est un peu une utopie privée. Les carmélites sont cloîtrés, je vous rappelle. Et moi qui suis un bouffeur de curé, ça m'a un peu déchiré les tripes de faire ça. Mais j'étais quand même satisfait de l'ensemble réussi, parce que, pour moi, c'était des cellules de monial, toutes orientées dans la même direction, et elles vivaient là en micro-utopie. Alors je voulais vous demander à chacun d'entre vous votre avis sur ce type de micro-société, micro-utopie. Est-ce que c'en est bien une? Il y a en tout cas une utopie dont beaucoup se réclament aujourd'hui, et notamment je crois du côté du féminisme, c'est celle des béguines. Un peu différent, puisque c'est une communauté choisie et ouverte, et pas nécessairement vouée strictement à la vie religieuse, mais qui était une façon de... qui est une grande question aussi posée par Barthes dans un des séminaires qu'il avait donné au Collège de France, du comment vivre ensemble et comment inventer
à la fois du commun et de l'individuel, comment préserver un territoire à chacun ou chacune et en même temps articuler les désirs. Ça, je pense que c'est une grande question qui est posée aujourd'hui face à des modèles de type collectiviste qui auraient tendance à effacer les différences et à des modèles purement individualistes de la petite villa du petit chez-soi avec sa petite clôture et sa petite haie et son le petit rêve garage. de Voilà. la majorité des gens. Le rêve qu'on leur a proposé, qu'on leur a vendu et qui fout en l'air nos territoires de manière effroyable, quelque chose qui n'est ni ville ni nature. Et je pense que ça, ce sont des idées qui restent très fortes. Le béguinage comme tradition ancienne était une des manifestations de cette possibilité-là, et d'autant plus intéressante que c'était une utopie du côté du féminin. Réel, oui. Luc, et généralement d'une architecture très intéressante, très réfléchie, très pure, très sobre, qui garde encore aujourd'hui une valeur d'exemple dans la manière dont l'urbanisation a été faite, l'équilibre entre les différents bâtiments. C'est souvent des lieux assez exceptionnels à ce point de vue-là. Et vous voyez, vous, enfermer toute votre vie dans une cellule monacale? Ça dépend avec qui. Oui. Alors, elles n'ont pas le choix. Hein. C'est leur mari, leur époux. M'a-t-on dit. Oui, c'est intéressant. En fait, il y a beaucoup de choses dans votre question. On se vous voit, comme sur France Culture. Sur scène, oui. Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a la micro-utopie. Alors effectivement, l'idée de la taille intermédiaire entre la famille cellulaire, qui est finalement une sorte de nouveauté dans l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est assez récent que beaucoup qu'on s'axe sur la famille unicellulaire. Et donc l'idée de la taille intermédiaire entre ceci et une façon de réguler une société pose énormément de problèmes, parce que ça veut. Il y a tellement de choses. Je vais essayer de faire une sorte de bullet point. Les micro-sociétés, il y a un côté très flippant, très secte que Emily Scott Mandel a exploré dans Station 11. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman d'anticipation où toute la population mondiale est décimée par un virus. C'était avant, mais bon, ça traîne. C'est un topos qui traîne dans la science-fiction, comme un virus justement. En fait, elle imagine le territoire des États-Unis. Alors certes, il est très grand, donc on peut imaginer qu'il y a un enclavement qui se présente plus tôt. Et en fait, il y a eu un enclavement qui se fait un petit peu comme dans les populations de montagne. Et du coup, dans les micro-sociétés, il y a des micro-sociétés fascistes et pédophiles avec de type mormon. Comme dans la vie, quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un côté très carcéral des micro-sociétés lorsqu'on est dans cette micro-société-là et qu'on ne choisit pas. Donc c'est toujours la question un petit peu du choix. Et ça peut être totalement... il peut y avoir une prise de pouvoir sur les micro-sociétés. Donc moi, je me méfie beaucoup, compris, j'ai des amis qui essaient de se lancer dans des habitats collectifs, etc. Ils font beaucoup d'efforts sur la communication non violente. Souvent, ils font appel à des gens extérieurs pour venir les aider à résoudre les conflits, parce qu'en fait, il y a aucun modèle qui est posé. Donc ensuite, il y a le modèle des sociétés monacales. Effectivement, j'ai écrit tout un bouquin en imaginant, qui s'appelle Agrafa, qui n'est donc pas la raison de ma présence ici, mais qui pourrait l'être, puisque je reconstitue la vie d'une communauté religieuse de femmes autour de l'an 1000, avant que l'Église et la féodalité ne se constituent l'une l'autre. La noblesse et les ordres monastiques se sont constitués et se sont figés vraiment ensemble au XIIe, XIIIe siècle, mais auparavant il y avait plein d'expériences qui ensuite ont été jugées hérétiques. À partir des procès d'Orléans de 1100, ça a été inenvisageable, mais pendant longtemps il y avait des communautés qu'on qualifierait maintenant de hippies, avec des couples mariés qui décident de ne plus avoir de rapports sexuels, de ne plus manger de viande, de ne pas posséder de viande, de ne pas posséder de viande non plus d'ailleurs, puisqu'elle ne mangeait pas de terre, donc de façon à se conformer le plus possible à la vision christique du monde. Et j'ai imaginé cette communauté-là, mais justement hors du bâti, c'est-à-dire qu'il y a un côté dans le bâti profondément carcéral qu'on peut détourner et qu'on est toujours tenté de détourner. Et je pense que c'est
ce qui m'a intéressé dans cette communauté, c'est que ça part, comme beaucoup de communautés, par une ermite qui s'est installée dans une grotte. Et bien sûr, ça c'est un petit peu le problème des ermites, ils s'installent quelque part, puis ils ont plein de disciples qui viennent squatter, alors qu'ils veulent être seuls. Et en fait, il y a un moment, une planification de construire une maison, une husse à l'extérieur. Et en fait, tout le monde, l'ermite et ses disciples, elles sont 8 femmes, décident de rester dans la grotte. Donc ce sont les pèlerins qui squattent la maison en haut. Et du coup, il y a aussi cette idée d'impact. L'architecture peut être très très violente, surtout lorsqu'elle est prévue de l'extérieur. Par exemple, les communautés de femmes, très souvent c'était les règles. Les communautés de femmes pendant longtemps n'ont pas eu de règles. Et c'était les communautés d'hommes qui venaient, ou un abbé qui venait leur filer une règle. Et souvent c'est la règle des Clarisses écrite par Saint François. Je dis peut-être une bêtise, je me souviens plus qui a écrit la règle des Clarisses, c'est peut-être Claire elle-même. Mais et très souvent en fait on voit que les communautés de femmes acceptaient les règles genre c'est gentil, merci. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des vigiles. Mais et du coup il y a ça et dans la micro-société, donc le côté carcéral, le côté choix, le côté pouvoir en sortir ou pas, et subir une organisation qui ne nous est pas, qui est subie un petit peu de fait, et la difficulté de s'organiser en groupe, parce qu'effectivement une famille, pendant hyper longtemps on a des règles hyper strictes, il y a des sortes d'étapes où on sait que ces enfants ados vont commencer à nous grogner dessus et à partir. Il y a des sortes, c'est très figé, puis il y a des bouquins comme ça qui expliquent bien comment tout faire. Et lorsqu'on réinvente une façon de vivre ensemble, c'est vrai que du coup on peut tout. C'est à la fois très séduisant parce qu'on peut tout foutre en l'air et puis décider de tout recommencer à zéro. Et à la fois c'est complètement anxiogène parce que il suffit d'habiter dans un village pour s'apercevoir, comme vous disiez, que le mieux pour moi n'est pas forcément le mieux pour tout le monde, et c'est le cas à toute petite échelle aussi. Alors c'est le cas à l'hôtel des villes, mais il suffit de savoir, quand on est dans un village, à quel point tous les voisins viennent d'un seul coup décider que le chèvrefeuille, quand même, c'est vachement mieux s'il était planté là. Et puis qu'on va arracher la vigne parce que ça va pas du tout. Voilà. Okay. Donc j'étais pas si hors sujet que ça avec le Carmen, donc je voulais quand même vous évoquer la micro-société organisationnelle. Ok. Un mot, Luc, vous comptez nous faire rêver avec ces sociétés idéalisées et végétalisées, mais avez-vous d'autres projets encore derrière? Alors, je bute sur un mot, c'est rêver. J'aime pas beaucoup ça, moi, rêver. Parce que le rêve peut se terminer en cauchemar très rapidement. On ne maîtrise pas le rêve. Tandis que dans le travail que je réalise, c'est une suggestion de quelque chose qui est construit, donc qui est réfléchi et qui correspond à la recherche d'un équilibre possible. Donc on est dans une forme de perception de quelque chose qui devrait pouvoir être une réalité. Dans le rêve, on est dans une autre réalité. On peut voler, on peut faire des tas de choses. Alors, ici, dans les propositions que je fais, chacune des choses est reliée à une explication que je peux donner d'un développement futur qui pourrait être totalement possible si jamais on oriente nos recherches vers quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc on est dans le biomimétisme, on est dans l'évolution de nos connaissances dans tout ce qui correspond au vivant. Comment peut-on, de différentes manières, faire des greffes, guider la croissance, etc., contrôler une structure organique pour arriver à en faire une habitation en utilisant des pots extérieurs qui captent l'énergie solaire et qui vivent peut-être comme les feuilles d'un arbre. Donc arriver à maîtriser ce genre de choses à certains endroits pour pouvoir en faire des compléments à notre manière de vivre. Mais donc à chaque fois dans l'idée de trouver des pistes de réflexion que je vais chercher dans le biomimétisme. Alors, vous avez utilisé il y a 20 secondes le terme de moyen de transport, et moi j'ai été ébahi par vos expériences de vol avec les ballons d'hélium, pas d'hydrogène, c'est interdit maintenant, et je voulais montrer au public une photo, voilà, où vous avez traversé la Cité des Sciences, c'était ça. Là c'est le hangar de ballons montés, enfin oui, tout à fait. De dirigeables plutôt, c'était même des zeppelins, c'est pas une construction allemande ça? Non, c'est une construction française. C'est Jean-Pierre David qui a imaginé cet aéroplume, qui est un engin qui vole
par battement d'aile, comme un oiseau, mais on peut le réaliser en allongeant son poids par un ballon qui est gonflé à l'hélium. Sinon, on ne peut pas y arriver encore. Voilà. Et vous avez fait l'expérience plusieurs fois. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, j'ai volé dans différentes conditions en battant des ailes comme un oiseau. Et c'est une sensation absolument extraordinaire. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va vers la recherche d'atteindre un idéal qui vous transforme complètement. Au moment où j'ai pu faire ça, quand j'ai eu terminé d'avoir fait ça, je me suis senti plus le même, avoir vécu ce qu'est l'accès à la troisième dimension par le vol. Je pratique le vol autrement, par le parapente. Alors j'allais vous en parler, vous avez fait du parapente, ça a été une dérive un peu extrapolée à l'extrême du parapente. Comment voler avec un engin très très léger et pouvoir accéder à la troisième dimension, pouvoir se déplacer en longueur, largeur, hauteur et survoler des endroits en travaillant sur l'aérologie, c'est absolument extraordinaire. Et ce sont des choses qui ont nourri mon travail d'illustrateur, de peintre, d'architecte sur ce qu'est la ville, parce que c'est un parcours qui donne cette vision très très globale d'un environnement construit. Ok. Alors je voulais venir sur votre travail avec votre frère François, où vous avez écrit Les Terres Creuses. Désolé. Non, excusez-moi. Oui, c'est assez les cités obscures. Mais je voulais vous parler. Non, mais parce que dans Les Terres Creuses, il y a aussi des passages très érotiques. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que c'est la photo suivante. Voilà. Est-ce que c'est une volonté délibérée des auteurs? Est-ce que c'est une demande déguisée des éditeurs? Est-ce que c'est un effet de mode? Voilà. Quel était ce qui a prévalu? Je pense que la première version est la plus juste. C'est vraiment nos fantasmes qui sont exprimés comme cela. Donc il s'agit d'une œuvre d'art particulière qui est faite dans une forme de brume qui se solidifie, qui vient de la pierre et qui est l'œuvre d'art qui est relatif à une cité particulière dont le fonctionnement n'a rien à voir avec ce que nous faisons chez nous. D'ailleurs, j'ai mis longtemps à comprendre que votre récit était un palindrome absolu, et graphique en plus. Absolument. Et je ne sais pas si les gens vous ont souvent dit qu'ils l'avaient détecté. Non, il y a des gens qui... Ça passe complètement à côté. D'accord. Complètement. Alors, expliquez ça à notre public, parce que c'est quand même une idée extrêmement intéressante. Donc c'est un livre palindrome. Il y a au milieu, tout s'inverse. Tout ce qui s'est passé dans la première partie, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans l'autre partie. Mais on ne remarque pas, parce que quand on inverse les choses, les scènes d'amour deviennent des scènes de conflit, de violence, de violence, ce qui est construit et cassé, etc. Mais chaque plan, chaque texte est un peu le contraire de ce qui se passe ailleurs. Le contraire, pas tout à fait, mais l'inverse. L'inverse. Oui. Donc il y a un axe de symétrie au centre, et d'ailleurs les pages sont... alors c'est la numérotation des pages jusqu'au milieu, qui m'a mis un indice, après, oui, effectivement. Elle décroît jusqu'à la dernière page, qui est la page 1'. Et l'ensemble de la composition est faite donc sous forme d'un palindrome que n'aurait certainement pas renié Georges Perec. On est d'accord. Et un autre indice, c'est le titre même de l'ouvrage. Oui, Nogégon qui peut se lire dans lui-même les deux sens. un palindrome. D'accord, ok. On va passer à Benoît. Je voulais lui poser 2 ou 3 questions sur comment dire, les cités obscures qui ont été pour moi... sachant que j'allais vous rencontrer, j'ai fait la bêtise de tout relire. Et alors, c'est un bazar dans ma tête. C'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Mais je l'ai su qu'après. J'étais content de pouvoir le faire. Mais j'avoue que maintenant, je mélange un peu tout. Donc vous allez restructurer tout ça pour notre public. Oui, alors, je connais le travail de Luc depuis très longtemps et la sincérité d'un engagement écologique depuis la première maison solaire qu'il construisait il y a très très longtemps dans les environs de Bruxelles, dans la forêt. Et je dois dire que dans l'approche que j'ai eue avec François, qui vient peut-être de ma formation, de mes goûts, tout en étant tout à fait admiratif de ce type de tentative et d'autres, mon esprit critique fait que par rapport à l'utopie, j'ai toujours été un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire de voir la faille
de voir ce qui peut se défaire dans les projets les peut plus clocher. nobles. Je ne parle pas évidemment de micro-utopies que je trouve passionnantes, mais surtout dans les cités obscures, effectivement, cette part d'ombre, cette idée de ce que cache au fond le fantasme utopique, le rêve de la ville idéale, de la société idéale. Et donc il y a toujours un petit contraste dans les albums que j'ai développés avec François. Je ne sais pas si vous en avez l'une ou l'autre image, mais il y a une séduction visuelle immédiate, assez forte, même dans le cas de villes dures comme Urbicande, même dans le cas d'une cité en édification comme la Tour, qui est une sorte de cité verticale, il y a une séduction première. Et puis, dès qu'on se met à lire et à suivre l'histoire, on s'aperçoit que c'est plutôt les dysfonctionnements qui sont au cœur, c'est-à-dire la ville d'Urbicande, pensée par un seul homme, qui est Urbatex, architecte et urbaniste à la fois, qui a tout contrôlé, qui voudrait même contrôler la manière dont les gens occupent ces appartements. Enfin, je racontais dans une autre petite histoire qu'il avait conçu des appartements pour couple avec 2 enfants et pour couple avec 4 enfants. Et non pas c'était une petite plaisanterie sur l'idée qu'on était obligé de s'éloigner de l'appartement quand on avait un nombre impair, parce que tout ayant été pensé symétriquement, il s'agissait de s'y conformer, chose que certains architectes pratiquent. J'ai connu une famille qui devait consulter son architecte décorateur avant d'ajouter une image à quelque endroit que ce soit. Les adolescents avaient réussi à se rebeller et à ne pas être soumis à cette règle du moment que la porte de leur chambre restait fermée. Et donc Urbicande, c'est un peu cela, et c'est un homme qui a rêvé que cette ville soit idéale vue d'avion, un peu comme Le Corbusier, Lucia Costa pensaient leur ville, Niemeyer aussi pour le plan de Brasilia. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est le moment où cette ville totalisante, et relativement totalitaire, est bouleversée par un autre phénomène. Dans la tour, on a un univers plus médiéval, entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Un homme vit dans un secteur d'une tour absolument gigantesque, veut comprendre brusquement l'univers dans lequel il est, et se rend compte qu'en bas, la base, ceux qui ont conçu le projet, ou en haut, les pionniers, ceux qui sont supposés encore le construire, ils ont disparu. Et que l'ensemble de ce bâtiment, qui est encore en construction, est en même temps en train de se défaire et de s'effondrer. Et donc, cette utopie babélienne, qu'on reprend avec l'image de Bruegel et d'autres, concentre un peu aussi l'idée de l'utopie, c'est-à-dire on pense avoir construit un monde idéal, un monde parfait, mais il est gangrené et par ses fondations insuffisamment solides et par l'horizon vertical interminable et à l'abandon. Et donc cet homme simplement essaie de réagir à un monde dans lequel il avait sa place, son rôle de mainteneur, de conservateur d'un patrimoine trop vaste pour lui, impossible à entretenir. Et c'est un peu le cœur de toute la première partie de notre travail dans les cités obscures. C'était au fond dans ces années 80 où l'utopie, notamment l'utopie urbanistique, n'était pas morte, était encore portée, ou d'une certaine façon la continuation des grands rêves de Le Corbusier était toujours là. C'était au fond montrer un peu ce qui par-delà la séduction des images et la noblesse des intentions, et la noblesse des intentions chez Le Corbusier on la connaît, ce qui menace à tout moment l'existence de l'individu et sa manière de s'approprier l'espace dans lequel il est. Et puis dans la partie plus tardive de l'œuvre et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, après la mort des grandes utopies, après la fin des grands rêves autour de l'an 2000, c'est redonner une place un peu différente à l'utopie, mais à une utopie, et je crois que nous sommes nombreux à le souhaiter, modeste, locale, ponctuelle, faite de petites expériences qui ne prétendent pas totaliser, et c'est ce que nous avons appelé, dans un livre qui est un peu peut-être un peu moins connu, ne serait-ce que par son format, qui s'appelle Les Portes du Possible. C'est cette idée du porte du possible, c'est-à-dire de petites cellules proposant quelque chose d'habitable ou de vivable ou de partageable. C'est cela qui aujourd'hui nous oriente un peu plus. Mais je ne peux m'empêcher, à côté de la beauté des images de François, d'ajouter toujours mon petit grain de sel
mon petit Grain de esprit, sable. mon intérêt grain de sable ou grain de sel, le verre dans le fruit, qui fait que même la plus séduisante des villes des cités obscures, Calvani, qui est une ville serre, eh bien, rencontre d'énormes problèmes avec la présence des oiseaux, par exemple, qui saliraient les vitrages, le métier de nettoyeur de vitres, oui, qui a un syndicat extrêmement puissant, le végétarisme ou le véganisme imposé, qui peut soulever quelques frustrations chez certaines ou certains. Voilà, il y a toujours, chez nous, en tout cas chez moi, cette petite idée que dans le projet le plus noble, quelque chose dysfonctionne. Voilà. Quelque chose dysfonctionne, et c'est du côté de ce dysfonctionnement que je me situe, et même par rapport aux plus nobles idéaux Je politiques. voulais juste faire une aparté, mais je vois que le temps passe tellement vite. Il s'agissait du livre de Korosi, qui est le plus connu, ça c'est sa pré-originale, qui s'appelle Henderson Building, mais il est plus connu sous le nom des gratte-ciels des hommes heureux, qui préfigure un peu les monades urbaines de Fix-Up de Silverberg. C'était juste pour vous demander si vous connaissiez cet ouvrage, qui est quand même... Thierry Patrou le connaît sûrement. Oui. Il sait tout. Voilà. Non, mais je veux réagir à d'autres choses qu'on a dites. Effectivement, sur les... Non, très rapidement, mais sur ton image de cette cité pour des religieuses, il y a un produit immobilier, je prends un vocabulaire qui n'est pas très utopique, un produit immobilier qui est très très populaire à l'échelle mondiale, sur lequel j'ai écrit un livre du reste, ce sont les gated communities. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les enclaves résidentielles sécurisées, c'est aujourd'hui le premier produit partout dans le monde. Et c'est pour ça aussi que j'étais autant attaché à Ballard, ce roman de science-fiction, parce que beaucoup de ces romans se déroulent dans des gated communities qui sont un choix volontaire. Là, on est dans la Boétie, c'est-à-dire que c'est une servitude volontaire que les gens décident. Je ne vais pas habiter dans un appartement en ville, je vais aller dans une enclave résidentielle qui est vigilisée, pitbullisée, réglementée, organisée, etc. Et on en trouve sur tous les continents. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le gratte-ciel, j'ai écrit un essai sur l'histoire de critique du gratte-ciel, je me suis aperçu qui est distinct de la Tour de Babel, parce que c'est une autre histoire, c'est lié vraiment au capitalisme et à la spéculation immobilière. Ce qui a été dit sur le sable et le béton, je ne vais pas le répéter, c'est tout à fait évident, mais c'est une impasse en hauteur, donc c'est le contraire de ce qui est la ville. Et je me souviens très bien d'une discussion, j'avais été piégé par la télévision, une discussion avec Jean Nouvel, qui essayait de me convaincre que le nouvel espace public était l'ascenseur. Or, dans mon histoire du gratte-ciel, je fais l'histoire de l'ascenseur, évidemment, qui est un moyen de transport le plus utilisé au monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'indiquais qu'il fallait le privatiser. Si l'ascenseur était à péage dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, on gagnerait beaucoup d'argent. Bon, ce serait une excellente idée. Donc, et le capitalisme va s'y mettre. Et dans ces cités c'est une évidence. Également. Donc, il y a, et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Benoît, parce que l'utopie, ça n'existe pas dans d'autres cultures que la culture occidentale. L'utopie est le moment politique et masculin d'une ambition de créer quelque chose d'autre. Le mot apparaît en 1516. Platon, ce n'est pas pareil. C'est une autre histoire philosophique, même si Thomas More lisait Platon dans le texte. Hein. C'est une autre histoire. Tu vois, Platon, dans les lois, il n'y a pas une ville idéale. Chaque citoyen a deux résidences, une à la campagne, une en ville, ça va ensemble. C'est tout à fait... Il ne faut pas simplifier les choses, il faut rentrer là dans le détail. Et là aussi, j'ai écrit un bouquin sur Platon et sa conception de la ville, parce que c'est tout à fait différent. Et la conception de la ville chez Platon et chez les Grecs n'a rien à voir avec la conception de la ville chez les Romains. Alors qu'à l'école, on nous dit, on les met ensemble, on appelle ça antiquité, gréco-romaine. Non, c'est tout à fait différent, même dans le sens des mots. Alors je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais donc l'utopie n'existe pas dans le monde arabe, n'existe pas dans les langues, même dans la traduction des langues chinoises, vietnamiennes, cambodgiennes, japonaises, etc. Donc il faut bien avoir conscience de ça. Quant à l'urbanisme, après 30 ans d'études sur ce sujet et d'enseignement, j'en suis arrivé à définir l'urbanisme comme le moment occidental, et encore une fois masculin, de la fabrication de la ville productiviste. Avec évidemment derrière cette idée de rationalisation, de zonage, de fonctionnalisme, qui aujourd'hui est contraire à toute approche organique.
Donc si on veut penser une autre type de ville, et je laisse de côté le mot idéal, parce que philosophiquement il m'effraie, je préfère le mot possible, idéal, bon, parce qu'on sait ce que ça peut aussi entraîner. Et donc cette approche, et on a un point commun avec Luc, c'est que j'ai écrit un essai sur Lucien Cros, donc voilà, qu'il connaît très bien. Et donc Lucien avait cette idée, il vient juste de nous quitter il y a quelques mois, à 96 ans, Lucien avait cette idée que l'architecture était incrémentale. Alors c'est un mot qu'il emprunte aux économistes, mais ça veut dire que c'est petit à petit, on ajoute des choses comme ça, vous voyez, et donc il faut avoir une définition de l'architecture. Et lorsque j'étais le producteur de la seule émission de radio sur l'architecture, la France Culture, il a fallu que je définisse l'architecture. Et je vous propose cette définition. Je pense que l'architecture est l'attente d'une présence. Et à partir de là, évidemment, on pose la question, face à n'importe quel bâtiment, en quoi ce bâtiment honore-t-il ce qu'il accueille? Voilà, j'en dirai pas plus. Je voulais juste un commentaire de Benoît sur Robida. Je sais qu'il y fait beaucoup référence et j'ai l'impression d'être dans les cités obscures avec cette image. Et je voulais savoir si la présence de Robida était pour vous quelque chose de capital. Ça se sent en vous lisant, mais je voulais juste un mot sur cette... Alors il y a un hommage explicite à Robida dans notre album récent Revoir Paris, qui se transporte et dans le futur et dans le passé. Ce qui est très étonnant chez Robida, quand on regarde ces images, on a l'impression d'un imaginaire ludique et d'une sorte d'utopie joyeuse. En réalité, c'est un imaginaire extrêmement critique. C'est-à-dire que fondamentalement, le projet de Robida était de décrire les ravages possibles de la guerre au XXe siècle, de la ville au XXe siècle, du transport au XXe siècle. Mais les images ont une telle séduction graphique et le futur a pris une voie tellement différente que nous regardons ces images comme une utopie enchantée. Plus les années ont passé, plus les textes de Robida sont amers, et même par rapport à son invention du téléphonoscope, très pessimiste. En fait, donc, quand il y a la possibilité de voir les spectacles à distance, etc., la retransmission d'opéra, une sorte de Skype, puisqu'on voit des couples pouvoir discuter à distance et parfois se disputer à distance, toute allusion à des événements serait fortuite, eh bien, c'est une vision, en fait, extrêmement critique. C'est-à-dire, il ne se réjouit pas que ce dialogue s'établisse, il regrette plutôt que le véritable dialogue recule. C'est intéressant parce que l'image propose quelque chose qui devient très rapidement désirable. Une anecdote en passant est très rapide. Vous savez comment les villes chinoises se construisent et à quelle vitesse les nouveaux quartiers se développent. Et il y a 15 ou 20 ans, nous étions avec François à Pékin, on fait une conférence à l'ambassade de France ou quelque chose comme ça. Et à la sortie, un homme d'affaires chinois, un peu corpulent, d'un âge certain, nous dit c'est formidable ce que vous avez montré, c'est formidable. Enfin, il y a un interprète et une traduite. Il faut absolument le faire en Chine. Alors on dit, ah oui, on serait très heureux que nos albums soient traduits. Non, c'est pas ça. Il faut construire, il faut le construire, il faut le faire. Or, évidemment, ces images, pour nous, étaient des projections tantôt amusées, tantôt catastrophistes. Et l'idée, un jour, quelqu'un avait voulu dire, ah oui, nous allons construire, ça va vous faire plaisir, construire dans notre ville une réplique du réseau du Rubicon. C'est une idée totalement... Et évidemment, notre premier sentiment est un sentiment d'horreur, c'est-à-dire se dire, de la fable, il n'a rien compris. Et là, l'idée de voir certains des immeubles proposés par François, des immeubles par exemple, en forme végétale, inspirés des photos de Karl Blossfeld, l'idée que quelqu'un veuille construire ça était pour nous le contre-hommage absolu, heureusement, à notre c'était pas un rêveur, c'était un homme d'affaires, c'était pas un rêveur. Voilà, et ça c'est très intéressant par rapport à cette projection, c'est-à-dire tout d'un coup, l'esthétisation d'un projet purement mercantile, en fait. Le petit supplément d'âme que le dessin prétendrait apporter et qui en fait habillerait de beauté un cauchemar
purement mercantile. Ça c'est vraiment une idée très importante. Et les architectes et les artistes, peut-être même les romanciers, doivent, je crois, être très vigilants par rapport à ça, de ne pas être ces apporteurs de faux suppléments d'âme. Ok. J'ai un ami très cher qui s'appelle Piero Gondolo della Riva, que tu connais certainement, qui a découvert le roman perdu, qu'on croyait perdu, de Jules Verne, Paris au XXe siècle. Eh bien, figurez-vous que ça n'est pas un hasard, enfin vous allez me le confirmer, que ce soit François Schuiten qui soit chargé de la couverture des premières éditions, 150 ans après l'écriture, puisque ce roman était dans un coffre perdu, qui a été retrouvé par la famille et par Piero Gondolo, qui était refusé par l'éditeur historique de Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel, et qui a été, pour des raisons historiques et peut-être mercantiles, réédité par Hachette il y a quelques années. Oh, mercantile, là je ne dirais pas, parce que c'était une découverte, un inédit de Jules Verne. Ah non, mais c'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'exactement comme Robida, Jules Verne se montre dans ce roman, qui a des maladresses, mais aussi des fulgurances, extrêmement pessimiste. C'est-à-dire que Paris au XXe siècle n'a pas du tout, effectivement, l'image, entre guillemets, progressiste, ou de la fascination pour la science et la technique qu'on a cru lire dans les romans de Jules Verne. C'est du côté de la face noire de Verne, exactement comme le personnage du capitaine Nemo. Rien d'étonnant à ce que Hetzel l'ait refusé. Ben, ça ne correspondait pas à l'idée du magasin d'éducation et récréation, mais évidemment ça complexifie l'image de Verne et fait de lui autre chose que le chantre naïf du progrès et de la science. Mais je crois qu'il croyait lui-même à ce qu'il écrivait. Et il ne s'agit pas de naïveté, enfin, j'ai pas l'impression. Une certaine positivité, disons, si elle n'est pas contrebalancée par autre chose, et dans plusieurs romans de Jules Verne, elle est contrebalancée par autre chose. Mais dans l'imagerie, il y aurait une euphorie, qui est évidemment quelque chose dont nous sommes tout à fait séparés, une euphorie qu'on va retrouver chez beaucoup d'utopistes du début du XXe siècle, chez les futuristes italiens, chez Le Corbusier. Le Corbusier est un enthousiaste oui, on pourrait dire un euphoriste. C'est quelque chose dont nous sommes éloignés. Nous sommes tellement éloignés, nous avons vu tellement la face noire de tous les rêves que nous avons parfois même du mal à imaginer la part radieuse qu'il y avait dans ces idées, par exemple par rapport aux ruelles sombres, humides, aux masures, à un environnement très peu hygiénique, et donc que certains des rêves hygiénistes avaient leur sens, mais finalement quand on voit certaines des villes nouvelles, ou des grandes cités verticales ou des bars, on a un peu de mal à imaginer le côté radieux. L'image du vieux Londres du 19e siècle, qui était épouvantablement crasseux et misérable, oui. Je voulais vous demander, alors on parlait de Robida pour les influences éventuelles, enfin plus qu'éventuelles, ce que vous pensiez des Pulse américains, qui représentent des villes comme telles que je voulais les montrer ici, entre Paul, il est impensable de penser que François n'ait pas vu ces images. Bien sûr, on a vu ces images et beaucoup d'autres. Ce qui est amusant, c'est que plus on s'est approché de l'an 2000, plus les images d'un supposé en 2000 se sont raréfiées, et il est extraordinaire de penser que l'imagerie utopique, il y aurait un gros travail à faire aérien, d'une sorte de disparition de la pesanteur, que tout cela est fini avec l'idée fausse du bug de l'an 2000, et puis que le vrai bug de l'an 2000, qui a été le 11 septembre 2001, se soit attaqué à la verticalité des tours. Je veux dire, là vraiment, si on prend ces trois images, c'est-à-dire les pulps, le retournement triste dans cette idée de tous les ordinateurs qui auraient un crash mondial et qui n'a pas eu lieu, et puis par contre le vrai crash mondial qui a eu lieu 1 an et demi après. Voilà, je pense que ça, ce sont des images qui peuvent faire réfléchir les philosophes et les écrivains, c'est-à-dire comment nous avons une incapacité profonde à anticiper. Ok. Je voulais avoir une idée du temps qui nous restait, si quelqu'un sait nous le dire. 10 minutes. Ah oui, en effet, il va falloir qu'on accélère beaucoup. Mais c'est juste pour commenter les images qui suivent, parce que, voilà, j'ai retrouvé des choses qui proviennent de la bande dessinée française, mais qui sont parfaitement contemporaines des pulps américains, où on retrouve un peu les mêmes idées. Et il s'agit ici de Marcel Jean-Jean, qui était un spécialiste de l'aviation, mais qui a aussi imaginé des villes futuristes telles que celle-ci. Là, c'est César. Et voilà les images de Le Corbusier dont Benoît nous faisait écho tout à l'heure.
où là, on ne peut pas parler d'utopie, ça serait plutôt une dystopie. Enfin, avec les yeux d'aujourd'hui, on n'a pas du tout envie de ça par rapport aux images que Luc nous proposait tout à l'heure. Voilà, et voilà, l'extrapolation ultime, ça serait celle-ci, c'est-à-dire des continents entiers recouverts de métal pour le plaisir des hommes et l'habitabilité future. Là, on est en 1945 quand même. C'est un livre de Lo Duca qui a été écrit directement en français. Voilà, on arrive dans les cités obscures. Il est évident qu'ici, on a la référence à la sphère armilière qu'on retrouve sur les couvertures des éditions Hetzel dans les collections de Voyages extraordinaires de Jules Verne. Et ça n'a échappé à personne, bien entendu, surtout pas à Benoît et à Luc. D'ailleurs, je ne sais pas, ça c'est la maison de Jules Verne à Amiens. Oui. Excuse-moi, s'il te plaît, ne rajoute pas des choses parce qu'il y a notre Il conférence y a qui une autre commence. conférence. Alors on va rapidement terminer. Le public parole ou pas? Non, pas encore, mais c'était pas prévu. Mais s'il y a des questions dans le public, je veux bien les accepter maintenant. Mais voilà. Alors faisons-la. C'était juste l'image de la maison de Jules Verne. Oui. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y a des micros disponibles. Il y a des micros pour la salle? Non, mais il n'y a plus le temps. Ah, il n'y a plus le temps. Bon. Alors, il me reste à remercier le public qui n'a pas eu le temps de poser ses questions, Luc Schuiten, architecte, Louvain, écrivaine, Benoît Peters, scénariste, et Thierry Jacot, philosophe. Voilà.